Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la 7. À la une ce soir, fait social. Mettant la santé des populations en danger, nous parlerons de l'utilisation inappropriée du formol, produit intervenant spécialement dans la conservation des corps. Ce dernier s'utilise dans l'alimentation de façon illégale. Quelle solution à cette pratique dangereuse? Élément de réponse dans ce journal. Les autorités togolaises vont suspendre les activités de pêche et le tout sur le lac Nagbeto et ça pour une durée de 3 mois. Les raisons de cette décision sont à découvrir dans le développement. À l'international, au Niger, nous reviendrons sur les conditions de vie pénibles des déplacés, mis à part les conséquences des restrictions de la CEDEAO qui pèsent sur le pays. Les menaces djihadistes n'ont pas cessé de battre leur plein. Beaucoup plus de déplacés dans le pays avec des conditions de vie compliqué. Vous le verrez. Enfin, l'opposition sud-africaine reste convaincue quant à son objectif de renverser le parti au pouvoir à l'occasion des prochaines élections. Par quels moyens compte-t-elle y arriver? Restez avec nous pour en savoir davantage. Bienvenue à tous. Nombreux sont ces prisonniers à être malades dans leurs cellules et certains dans le département du centre hospitalier universitaire de Lomé-Tokoin, désigné par Cabanon. La situation inquiète les organisations de défense des droits de l'homme. Ils interpellent le président de la République pour une intervention dans le but de sauver des vies, la vie des concernés. L'état de santé de certains prisonniers inquiète les organisations de défense des droits de l'homme et celles de la société civile. Le cas de référence est celui du nommé Yaya Souleymani qui serait dans son 9e mois d'hospitalisation au service Cabanon du centre hospitalier universitaire de Lomé-Tokoin. Selon les OSC, M. Souleymani a été éloigné de sa famille depuis bientôt 5 ans. Malgré les demandes de mise en liberté provisoire soutenues par des documents médicaux délivrés par des médecins d'État, le rejet de ces demandes a été simplement systématique. Qu'il s'agisse des doyens des juges d'instruction ou ceux de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lomé, nul n'est arrivé à accorder aux détenus malades une liberté provisoire. Selon le président de l'association des victimes contre la torture au Togo, Asvito, d'après la même organisation, malgré l'état de santé du prévenu, aucune disposition n'a été prise par les magistrats instructeurs pour soulager ces peines. Les responsables de l'Asvito estiment que cette situation est la même chez toutes les familles des détenus dans les affaires politiques. L'association interpelle le président de la République à agir dans le cas des prisonniers malades. Intéressons-nous maintenant au secteur de la télécommunication du pays. Les prestations de services ainsi que les tarifs des différents opérateurs de téléphonie mobile restent diversement appréciés au sein de la population. Des statistiques ont été rendues officielles par la CEP suite à une enquête. Nous vous proposons le rapport. De 51% en 2022, le taux global d'insatisfaction des consommateurs de services de téléphonie mobile au Togo est passé à 56% en 2023. Dans les détails, Move Africa Togo s'en sort avec un taux d'insatisfaction de 43%, alors que Togo Cellulaire affiche un taux de 62%. Ces statistiques relèvent d'une enquête récemment menée par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP. En ce qui concerne les tarifs, ceux du groupe Togo Cellulaire sont jugés élevés par 84% de la clientèle contre 65% pour Move Africa Togo. Revenant à la connectivité, une amélioration de la perception par les utilisateurs a été constatée. 63% l'année dernière, le taux d'insatisfaction de la connectivité se chiffre désormais à 54% avec une amélioration de notes pour le groupe Vivendi Afrique, dit Canal Box. Cependant, il faut tout de même préciser que 42% des clients des fournisseurs d'accès à Internet jugent les services de mauvaise qualité, 41% pour Togocom et 52% pour le groupe Vivendi Afrique, pour être un peu plus précis. Au vu de ces chiffres, les opérateurs mobiles et les fournisseurs d'accès Internet sont clairement appelés à investir davantage pour améliorer la qualité de leurs services, mais aussi réduire leurs tarifs. Une recommandation d'ailleurs faite par l'ARCEP.
C'est clair, l'usage détourné de certains produits chimiques dans l'alimentation à des fins commerciales demeure pernicieuse pour la santé des populations. Et pourtant, c'est le cas de l'utilisation du formol dans les produits alimentaires dans plusieurs pays africains. Bernard Canvi nous fait part de ce qu'il en est. Plusieurs aliments vendus sur les marchés africains et togolais en particulier font souvent l'objet d'une fraude alimentaire dont peu de gens sont informés. En exemple, plus souvent utilisé pour embaumer et conserver les cadavres dans les morgues, le formol est également employé par certains bouchers pour rallonger la durée de conservation de la viande qu'ils n'ont pas pu écouler. Aussi, la pratique est adoptée par beaucoup de vendeuses. Cela consiste en effet à utiliser du formol à la place du sucre pour rendre sucrés des boissons et autres aliments, à l'instar des jus de fruits, des amuse-gueules, des gâteaux et même de la bouillie. Face à cette situation illégale et abusive, la santé des populations est mise à mal, autrement dit, une menace croissante pour la santé publique. En effet, l'inhalation du formol, selon les scientifiques, peut entraîner des maux de tête, des nausées et l'irritation des voies respiratoires, sans oublier le facteur cancérigène de cette substance. Sa consommation à une très grande quantité peut aussi conduire à la mort. Cette pratique dangereuse et illégale dans nos pays doit susciter l'indignation car il s'agit de la mauvaise foi des acteurs qui sont à la recherche abusive du bénéfice. Face à cette pratique, les autorités de la police sanitaire, les associations de défense des consommateurs et tous les responsables impliqués dans le contrôle de qualité des aliments doivent donc se réveiller et agir pour garantir aux consommateurs le minimum de sécurité. Voilà, garantir aux consommateurs le minimum de sécurité face à cette pratique, c'est ce qui se propose. Nous partons à présent pour la pêche. Les activités de pêche sont suspendues sur le lac Nangbeto pour une période de 3 mois. Cette décision des autorités togolaises ayant pris effet mardi dernier a pour but de préserver les ressources du lac. Les détails avec Harold Mensato. Mardi dernier, le Togo a annoncé la suspension des activités de pêche sur le lac Nangbeto pour une période de 3 mois. Cette initiative des autorités togolaises en charge de la pêche vise à offrir une période de répit biologique à l'écosystème du lac. Les 3 mois de repos sont nécessaires pour la reconstitution des stocks halieutiques et la pérennisation de la pêche à Nangbeto. Lors de cette période, une interdiction totale de la pêche, du transport et de la vente de produits issus du lac est rigoureusement appliquée. Le Togo a mis en place des mesures strictes pour garantir le respect de cette interdiction et toute infraction à ces règles expose les contrevenants à des sanctions prévues par la loi. Le lac Nangbeto, situé dans la région des Plateaux, est exploité par le Togo et le Bénin, constitue un réservoir d'eau, un point de pêche important pour les populations environnantes et une source d'énergie à travers le barrage hydroélectrique qui s'y trouve. Sujet agriculture, pour clore la page nationale, de multiples actions ont été menées au premier semestre de cette année pour booster le secteur agricole. Des avancées se sont fait ressentir, mais il reste encore à faire pour rendre l'agriculture togolaise plus productive avec de la valeur ajoutée et faire d'elle le moteur de croissance et de création de richesses. Un sujet auquel s'est intéressé Promise Pomegbe, il est commenté par Kofi Kligé. L'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Togo est le plus souvent liée à des facteurs structurels. Entre autres, on peut citer la pauvreté généralisée, la faible productivité agricole, l'accroissement de la population, la dégradation des terres et l'environnement, mais aussi les inégalités entre les hommes et les femmes en matière d'accès aux ressources. Si les prévisions consacrent 13 milliards de francs CFA à la sécurité alimentaire en 2023, selon la loi de finances du pays, plusieurs actions ont été menées au cours du premier semestre avec pour finalité la production quantitative, l'autosuffisance, la sécurité et la souveraineté alimentaire. L'analyse des réformes du premier semestre révèle que les impacts positifs se sont fait sentir, mais il reste assez à faire. La transformation structurelle de l'agriculture vise à améliorer la production dans plusieurs filières agricoles. Plus loin, l'idée est de rendre l'agriculture togolaise productive avec une haute valeur ajoutée, faisant d'elle le moteur de croissance et de création de richesses pour les agriculteurs. L'on note parmi les mesures d'accompagnement
la dotation de chaque région d'infrastructures de soutien, notamment les centres régionaux de mécanisation agricole, dont 2 sont déjà en construction, la mise en place des zones d'aménagement agricole planifiées qui ont contribué à accroître les revenus des producteurs, les mesures d'égal accès au foncier, la facilitation de l'accès au financement aux agriculteurs, le développement des cultures contre-saison et la maîtrise de l'eau. Des progrès, oui, mais ceci n'a pas été suffisant pour donner satisfaction aux producteurs de toutes les filières. D'où l'importance de suivre les actions pour atteindre les objectifs fixés. Pour rappel, le secteur agricole représente 40% du PIB et fournit 20% des recettes d'exportation au Togo. C'est tout pour les informations au niveau de la page nationale. Place à l'actualité internationale. Un nouveau drame au Cap-Vert. Une soixantaine de migrants à bord d'une pirogue partie des côtes sénégalaises début juin ont été retrouvés morts au large des côtes capverdiennes. Une information communiquée par l'Organisation internationale pour les migrations. Des survivants ont été également constatés. Plus de 60 personnes candidates au départ vers l'Europe auraient trouvé la mort à bord de leur pirogue. Partie du Sénégal en juillet, l'embarcation a été repérée lundi au large de l'île capverdienne de Sal par des pêcheurs espagnols. Au moins 38 rescapés, dont 4 enfants de 12 à 16 ans, étaient à bord, ainsi que 7 corps sans vie. C'est un acte d'humanité de la part du navire qui les a secourus en haute mer. Ils en avaient besoin. Environ 98% des migrants étaient des fast-boys sur la côte sénégalaise, d'où était partie la pirogue. Nous tous, toutes les nations, devons nous asseoir pour voir ce qui peut être fait pour que nous puissions arrêter de perdre des vies en mer avant tout. Selon les rescapés, l'embarcation transportait 101 passagers, tous sénégalais, à l'exception d'un Bissau-Guinéen. À l'heure actuelle, nous avons 32 personnes ici. 6 autres sont encore soignées à l'hôpital. Celles qui sont ici sont dans une situation plus ou moins favorable. Elles se sont quelque peu rétablies. Environ 90 migrants venus du Sénégal, de Gambie, de Guinée-Bissau et de la Sierra Leone avaient déjà été secourus dans les eaux capverdiennes mi-janvier. Et justement, c'est la tristesse, la désolation et la colère qui étaient au rendez-vous ce vendredi matin au sein de certaines familles au Sénégal, plus précisément dans la localité de Fass Boy. Des familles réclament le rapatriement des corps des survivants, mais aussi des défunts. Ce matin, dans le village de Fass Boy, à l'ouest du Sénégal, les habitants partagent des sentiments communs, tristesse et désolation, après l'annonce d'un naufrage sur les côtes du Cap-Vert. À bord de l'embarcation, leurs enfants, candidats à l'exil. Mercredi, l'Organisation internationale pour les migrations a informé du décès d'une soixantaine de migrants partis des côtes sénégalaises début juillet. 38 personnes ont survécu. Nous demandons au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour rapatrier nos fils encore vivants au Cap-Vert et de ramener les corps de ceux qui ont été retrouvés morts pour qu'ils soient enterrés chez eux. Les corps des victimes ont été retrouvés lundi au large de Sal, une île capverdienne, a indiqué mercredi l'OIM. Mercredi soir, la colère a succédé à la tristesse. Des jeunes ont brûlé des pneus, tenant les autorités pour responsables. Lorsque la nouvelle est tombée, tous les habitants étaient consternés et chacun voulait savoir si son fils était en vie. Les jeunes sont sortis pour protester. Ils accusent les autorités de ne pas avoir fait le nécessaire pour retrouver la pirogue à temps. Malheureusement, la gendarmerie a attendu jusqu'à 3 h du matin pour intervenir. Depuis ces dernières années, ce genre de drame est de plus en plus fréquent au Sénégal. Il y a tout juste 3 semaines, 16 migrants ont péri dans le naufrage de leur bateau, près de Dakar. C'est vrai que les départs en pirogue vers l'Europe se sont intensifiés ces derniers temps. Mais moi, je n'hésiterai pas à sauter dans une pirogue pour essayer. Car je n'ai pas d'argent et je veux subvenir aux besoins de ma famille. Je vous le dis, je prendrai une pirogue et je quitterai ce pays si l'occasion se présente. Rien ne nous retient ici, nous avons perdu tout espoir.
Le ministère sénégalais des Affaires étrangères a assuré œuvrer au rapatriement de ses ressortissants dans les meilleurs délais. Dimanche, les habitants de Fass-Boye, eux, vont se retrouver pour rendre un dernier hommage aux morts et aux disparus. Actualité au Niger, nous vous le disons dans les titres, il n'y a pas que les restrictions imposées par la CEDEAO au pays suite au putsch du 26 juillet dernier qui compliquent davantage le quotidien de la population, mais également la menace djihadiste qui continue de faire plusieurs déplacés dans le pays avec des conditions de vie difficiles, comme le relate le reportage qui suit. Au milieu de la crise politique du Niger, les citoyens de la nation ouest-africaine subissent des difficultés économiques et de l'insécurité. Beaucoup de ceux qui ont fui leur maison en raison des attaques djihadistes se sont retrouvés dans la capitale du pays, Niamey. Nous avons fui l'insécurité pour venir ici. Nous sommes fatigués. Certains jours, je trouve de la nourriture. D'autres, je n'en trouve pas. J'ai quitté mon lieu de résidence pour venir ici. Mais à présent, je suis fatiguée, car je ne peux pas travailler tous les jours. Certains craignent une intervention militaire étrangère suite au coup d'État de la junte et l'emprisonnement du président Bazoum. Je demande à Dieu de ne pas amener la CEDEAO. Nous avons perdu plus de 600 personnes à cause des attaques djihadistes. Je soutiens l'armée et que Dieu maudisse quiconque qui n'aime pas le Niger. Pour Boubacar Sabo, le secrétaire général adjoint du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, l'emprisonnement du président Bazoum est un problème global. Nous pensons que ce qui se passe au Niger dépasse largement le cadre du Sahel. Il s'agit ici d'une situation de remise en cause de l'ordre démocratique de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique globalement. Si nous nous battons aujourd'hui, c'est pour que ce genre de choses ne puissent pas survenir et donner un avenir à notre continent. Le coup d'État au Niger a été dénoncé par la communauté internationale et la CEDEAO. En plus de menacer d'une invasion militaire, le bloc a imposé de sévères sanctions économiques. Nous partons pour l'Afrique du Sud où l'opposition politique du pays reste décidée. Elle compte renverser l'ANC, le parti au pouvoir, lors des prochaines élections. Pour ce faire, la coalition conduite par le plus gros parti de l'opposition du pays appelle les autres partis à se rallier à leur cause. Le compte rendu. En Afrique du Sud, la coalition des partis d'opposition dirigée par le DA, le plus grand parti d'opposition du pays, a exhorté jeudi d'autres partis de les rejoindre. Le but de cette alliance est d'obtenir suffisamment de voix lors des élections de 2024 afin de renverser l'African National Congress au pouvoir depuis la fin de l'apartheid. C'est un moment historique pour l'Afrique du Sud. C'est la première fois dans l'histoire moderne du pays qu'une coalition est formée avant une campagne électorale. Aujourd'hui, je crois que nous avons commencé à construire la base qui va libérer les Sud-Africains de l'ANC et commencer le travail nécessaire pour réparer notre pays. L'année prochaine, pour la première fois depuis l'avènement de la démocratie en 1994, le Congrès national africain, l'ANC, risque de perdre sa majorité parlementaire et par conséquent la présidence. Le peuple sud-africain n'est pas content de la façon dont notre pays est gouverné. Presque tout s'effondre et va de mal en pis. C'est pourquoi le peuple sud-africain doit parler haut et fort en 2024 et dire « ça suffit ». L'ANC est passé sous la barre des 50% pour la première fois lors des élections locales de 2021. Le président Cyril Ramaphosa, 70 ans, a été reconduit dans ses fonctions en décembre. Il est assuré d'un second mandat à la tête du pays en cas de victoire du parti historique.
Et dernière information pour clore cette édition, nous vous emmenons en Tunisie à présent. Le changement climatique n'a pas épargné le pays. Les agriculteurs y sont confrontés à une canicule extrêmement forte, des conditions particulièrement inconfortables, mais dans lesquelles les agriculteurs sont quand même contraints de travailler. Le reportage qui suit donne une idée sur la situation. L'Afrique du Nord, particulièrement exposée aux effets du changement climatique, affronte des températures à la limite du supportable. Si en pleine canicule, il est recommandé de privilégier les temps à l'ombre, dans des pays comme la Tunisie, certains sont forcés de travailler sous un soleil ardent. Il fait vraiment très chaud, parfois j'ai des vertiges. Et lorsque l'on m'apporte de l'eau fraîche, elle chauffe très vite. Puis de toute façon, il faut continuer de travailler. Nous n'avons pas le choix. La semaine dernière, les températures frôlaient les 50 degrés à l'ombre en Tunisie. Pour se protéger de la chaleur, Mounidja, âgée de 40 ans, doit porter un foulard qui lui couvre la bouche et le nez. Nous les femmes, nous nous protégeons du soleil en portant un voile et un grand chapeau. Nous commençons à travailler très tôt, en espérant rentrer plus tôt à la maison avant que les températures ne soient trop élevées. L'agricultrice doit parcourir environ 7 km chaque jour pour atteindre son champ dans le village d'El Rababsa, une des campagnes prospères du nord-ouest de la Tunisie. C'est donc ce qui vient mettre fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous.